Notre politique de prévention et de lutte contre les violences repose sur une large communication de procédures. Nous encourageons victimes et témoins à signaler tout comportement inapproprié à un responsable hiérarchique, au référent harcèlement ou à la direction. Selon le cas, ces signalements peuvent donner lieu à une enquête paritaire avec un représentant de la direction et le référent harcèlement. Concernant les festivaliers, dès 2017, lors de l'avènement du mouvement MeToo, nous avons réfléchi aux mesures à mettre en place et créé en 2018 une cellule d'écoute harcèlement-violence multilingue et accessible à tous les accrédités. L'objectif, c'est celui de recueillir les témoignages des victimes et les accompagner dans leur démarche médicale et juridique. Une communication de l'ensemble de ces dispositifs a été mise en place. Elle s'est faite notamment par notre guide d'accueil destiné aux équipes, mais aussi par le biais d'affichage du numéro de la cellule d'écoute à toutes les entrées du palais des festivals, au bureau des accréditations, au point d'information et dans le moindre de ces recoins. Par ailleurs, une lettre est très largement diffusée quelques jours avant l'ouverture du festival à tous les accrédités afin de procéder à une ultime sensibilisation avant leur arrivée sur la croisette. Un dispositif policier particulièrement important est également déployé pendant le festival afin d'assurer la sécurité de tous. Nous travaillons en concertation étroite avec la ville de Cannes et la préfecture de police, qui en ont la compétence sur l'ensemble des questions de sécurité publique hors du territoire naturel de la manifestation que sont le palais du festival et le marché du film. La mise en place de ces mesures ne sont pas seulement des obligations légales ou administratives. Elles représentent aujourd'hui l'état d'esprit de notre institution et ces convictions sont partagées par l'ensemble du personnel. C'est pourquoi le festival n'hésite pas à associer sa parole à celle des engagements contemporains, notamment depuis la révolution MeToo. Ainsi, ce fut le cas en 2018 lors de l'organisation avec le collectif 50-50 d'une montée des marches de 82 femmes avec une prise de parole puissante d'Agnès Varda, ou lors de la projection en 2024 de Moi aussi de Judith Godrèche, venue accompagner de nombreuses femmes livrant leurs témoignages dans son film. Pour ce qui est de la sélection de films, notre ligne de conduite est la suivante. Le délégué général et le comité de sélection sont entièrement autonomes. Avant d'être soumises au conseil d'administration à la mi-avril, leurs décisions artistiques relèvent d'une indépendance totale afin d'assurer la constitution de la sélection officielle. Inscrite dans nos statuts, cette indépendance constitue un pilier fondamental du Festival de Cannes, garantissant la qualité et l'exigence de ses choix artistiques. Ce travail de sélection demande rigueur et discernement, et chaque situation problématique est étudiée avec neutralité, film par film, et sur la base des informations que le comité de sélection possède à sa disposition. Conformément à ses missions, le délégué général entraîne la réflexion collective qui mènera à la révélation mi-avril de la sélection officielle qui sera soumise au conseil d'administration avant que la presse n'en prenne connaissance. Nous faisons parfois face à des prises de décision délicates et complexes. Un film présenté au festival n'en est qu'au début de sa carrière parce qu'il n'est pas encore sorti en salle. C'est aussi une œuvre collective et chacune de nos décisions, souvent prises dans des délais très courts, peut peser lourd sur son avenir et sur celui de dizaines, voire des centaines de personnes
qui ont contribué à sa fabrication, parfois pendant plusieurs années. Le Festival de Cannes offre aux artistes du monde entier une tribune et une expression artistique et politique qui contribue édition après édition à interroger notre époque autant que le cinéma lui-même. Cela en fait le prestige autant que le devoir. Les questions dont nous avons à parler aujourd'hui en font partie. Je vous remercie beaucoup. Peut-être Madame Esbert. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je tiens tout d'abord à vous remercier. Puis, c'est bon, vous m'entendez. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je tiens tout d'abord à vous remercier de me donner la parole dans le cadre de cette commission d'enquête relative aux violences dans le monde du cinéma et du spectacle. Permettez-moi d'abord de me présenter brièvement. Je suis la directrice du Public System Cinéma que j'ai rejoint en septembre dernier, après avoir travaillé aux États-Unis dans le secteur de l'audiovisuel. Le Public System Cinéma, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure atypique, unique en son genre, qui est adossée au groupe de communication français Hopscotch, auquel elle appartient. C'est une agence qui a la particularité d'organiser des festivals et des événements cinéma clés en main, que ce soit pour des collectivités ou des associations, et d'accompagner en relation presse tout au long de l'année une vingtaine de films lors de leur sortie en salle ou sur des festivals, et notamment sur le Festival de Cannes où nous sommes très présents, puisque toute l'équipe s'y retrouve pour travailler. Donc, nous organisons à ce jour 3 festivals, le Festival du film fantastique de Gérard May, le Festival Reims Polar et le Festival du cinéma américain de Deauville. Le Public System Cinéma, c'est une équipe de 9 personnes permanentes qui s'étoffe à l'approche des événements que l'on organise avec des CDD, des contrats freelance, des intermittents, des stagiaires, des bénévoles, pour atteindre parfois des effectifs qui peuvent aller jusqu'à 600 personnes. Nos festivals rassemblent entre 10 000 et 60 000 spectateurs et brassent de très nombreuses populations, ce qui nous impose évidemment beaucoup de vigilance en matière de sécurité et évidemment des mesures de sécurité adaptées. En tant que directrice de ces festivals, je conçois mon rôle un peu comme celui d'un chef d'orchestre, à qui incombe au fond 2 types de responsabilités. Une responsabilité artistique, dont on vient d'évoquer un peu les enjeux, et à ce titre, je suis notamment responsable de la sélection des films, du choix des invités qui se rendent au festival, de la composition du jury et plus largement du positionnement et de l'image de l'événement. D'autre part, j'ai une seconde responsabilité que je qualifierais d'organisationnelle et qui englobe la supervision du budget, des équipes, des partenariats, des prestataires. La question de la prévention et de la lutte contre les violences concerne tous les secteurs de la société, pas seulement celui du cinéma. Mais le cinéma, notamment par l'effet de loupe lié à la notoriété des personnalités impliquées et à la plus grande attention médiatique qu'il concentre, exige de notre part d'anticiper, de protéger et de répondre avec exemplarité à toutes les formes de violence et de discrimination. Et avant de vous détailler les dispositifs que j'ai mis en place au sein de l'agence, je tenais à formuler 2 observations pour essayer de vous faire mieux appréhender la complexité de nos secteurs, leurs spécificités et puis les difficultés structurelles auxquelles on se heurte parfois. La première caractéristique de l'organisation de nos festivals, c'est qu'il est le fruit d'une co-organisation avec de multiples acteurs et que les responsabilités s'en trouvent parfois démultipliées. Les parties prenantes sont nombreuses, qui entraînent un partage des responsabilités, tantôt avec une association, avec un partenaire, avec des hôteliers, avec des coproducteurs, des salles de cinéma, etc. En second lieu, lorsque nous organisons un festival, nous nous trouvons, je dirais, hors du temps. Hors du temps, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est-à-dire que les équipes sont soumises à un rythme de travail très dense, soutenu, concentré sur quelques jours, avec des horaires de travail extensibles, parfois en soirée, parfois même la nuit, des équipes délocalisées dans des hôtels, des appartements, loin de chez elles, et avec un certain nombre d'événements festifs et nocturnes, et la proximité avec des personnalités influentes. Donc beaucoup de facteurs de risque. Donc je disais hors du temps, mais certainement pas, je l'espère, hors du droit. Et j'en ai fait une priorité lors de mon arrivée en septembre dernier au Public System Cinéma, avec 2 types de mesures qui correspondent, je crois, aussi à ces 2 temps de festival que je viens de vous décrire. Une première série de mesures concerne la prévention, avec la mise en place de formations désormais obligatoires pour tous les salariés, pas seulement les managers, sur les questions de violence et de discrimination, et une sensibilité renforcée de chaque employé sur ces sujets dès leur intégration dans l'équipe.
Ensuite, une seconde série de mesures qui s'appliquent sur le terrain, donc pendant qu'on organise les festivals et où se concentre la majorité des risques, avec la mise en place d'une charte qui sera adaptée à chacun de nos festivals. Cette charte sera partagée par toutes les populations mobilisées, les invités, les équipes, les partenaires, les prestataires, et portée à la connaissance de tout l'écosystème, y compris de notre société de sécurité, qui sera alertée tout particulièrement sur les facteurs et les espaces de risque identifiés. Par ailleurs, cette charte prévoit un binôme de référents destiné à recueillir la parole de victimes potentielles ou de témoins en toute confidentialité et, si nécessaire, d'alerter la direction en accord avec la victime présumée afin de prendre les mesures nécessaires qui pourraient s'imposer. Des référents existaient à mon arrivée au sein de l'entreprise, mais pas sur le terrain des festivals, et ce sera chose faite en 2025. Donc en conclusion, je tenais à dire que sur ces sujets, d'immenses progrès ont été réalisés en peu de temps, notamment grâce au courage de celles et ceux qui ont su surmonter l'omerta, et on commence tout juste, je crois, à prendre la mesure du travail qui reste à faire. Nous tentons de progresser rapidement pour combler un retard évident et manifeste en la matière, pour que chaque collaborateur puisse évoluer sereinement, sans crainte pour son intégrité physique et mentale, et tout en conservant, je pense que c'est très important, essentiel, sa passion pour le cinéma. Et je me réjouis que les débats et les travaux de votre commission puissent constituer un catalyseur bienvenu pour la profession sur ces sujets. Merci. Comme c'est bien dit. Qui souhaite Monsieur Sobelman. Bonjour et merci de nous recevoir. Merci à vous, Madame la Présidente, et Monsieur le rapporteur et tous les députés. Avec votre autorisation, je vais partager mon temps de parole avec Ariane Toscan-Duplantier, qui est la vice-présidente de l'association. Nous avons été élus au mois de mars dernier pour un mandat de 2 ans. C'est un mandat de président et de vice-président paritaire, statutairement paritaire. L'Académie, c'est une association, c'est l'association pour la promotion du cinéma, qui est une association qui regroupe 4700 membres environ, qui sont issus de 18 branches professionnelles, qui sont toutes partie prenante du cinéma, au sens où elles créent, elles réalisent, elles fabriquent et elles montrent les films. Donc elles regroupent la plupart des professionnels de la profession. Depuis 2020, l'association a changé complètement son mode de fonctionnement et a commencé par ses statuts. Les statuts ont été entièrement révisés en 2020 et ils garantissent une chose très très importante, c'est la totale parité des institutions. C'est-à-dire qu'il y a tous les membres. Là, nous ne pouvons pas garantir qu'actuellement ils soient paritaires, mais je vais y revenir. Par contre, l'Assemblée générale, la Chambre des représentants, le bureau et la présidence, qui sont toutes les institutions qui sont le gouvernement et l'Assemblée représentative de l'association, sont toutes paritaires. Et en ce qui concerne les membres, nous partons d'une situation en 2020 où il y avait à peu près 2 tiers d'hommes et 1 tiers de membres parmi les femmes, et nous avons de façon volontariste assoupli un certain nombre de critères pour que plus de femmes professionnelles puissent rentrer dans l'association, conscient que nous devions approcher le plus possible de la parité, voire obtenir la parité. Et actuellement, pour 2025, nous sommes arrivés à un équilibrage de 55% d'hommes, 45% de femmes, c'est-à-dire 10 points de plus qu'il y a 4 ans. Et nous continuerons certainement à travailler dans ce sens-là, c'est extrêmement important. C'est une féminisation et un rajeunissement également des membres qui nous font penser qu'un certain nombre de nominations ou même de césarisés du passé, pour des raisons qui peuvent avoir avec celles qui nous rassemblent aujourd'hui, n'auraient certainement pas lieu aujourd'hui, probablement. Et parce que nous avons pris un certain nombre de décisions ou de mesures que va décrire maintenant Ariane, qui devrait permettre de ne pas pouvoir se reproduire des choses qui se sont passées dans le passé. Ariane. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le rapporteur, bonjour à tous. Suite à ce que vient d'exprimer Patrick, l'APC
a engagé depuis 2022 une modification profonde du règlement de l'Académie, profonde et nécessaire, de toute évidence. Alors, dès décembre 2022, suite à un cas particulier dans le groupe Révélation, l'association s'est retrouvée confrontée à cette problématique et a tout de suite, un peu dans l'urgence, à moins de 2 mois de la cérémonie, décidé d'un retrait de mise en lumière des personnes qui seraient à minima mises en examen pour les violences, évidemment, et harcèlement. Il a été décidé que le point de départ était, en tous les cas, cette année-là, la mise en examen. Puis, suite à la cérémonie de cette année-là, dès le premier trimestre 2023, nous avons mis en place un groupe de travail dédié qui a consulté diverses associations et personnalités pour essayer de structurer ce qu'on avait fait de manière urgente pour la cérémonie 2022. Ces réflexions ont conduit à une modification du règlement de l'Académie pour reconduire durablement et amplifier cette mesure de non-mise en lumière que nous avions mis en place. À partir de là, ce principe de mise en lumière s'applique désormais à l'ensemble des dispositifs organisés par l'Académie et permet de recueillir le signalement des victimes de violences en leur proposant de faire appel à une association ou à un organisme de défense, notamment la cellule d'écoute d'audience qui nous accompagne lors de tous nos événements, notamment audience. Ces réflexions ont été reprises et poursuivies en 2024 par un nouveau groupe de travail qui remettra prochainement ses conclusions afin qu'elles soient votées par la Chambre des représentants. Il est notamment envisagé de doter l'Académie à partir de 2025, enfin dès juin 2024 à l'appel à cotisation, d'une charte de lutte contre les violences à laquelle il sera demandé à chaque membre, donc là on parle des 4700 membres de l'Académie, d'y adhérer, ce qui permettra, en cas de mise en cause judiciaire d'un membre de l'Académie pour des faits de violence, de prononcer à son égard, selon le cas, une mesure de suspension et, le cas échéant, d'exclusion pour la durée de la procédure ou de la condamnation. Il y a également un référent VHSS qui va être mis en place et désigné par les membres du bureau de l'APC, sachant qu'ils ont déjà tous suivi les formations mises en place par le CNC. Je voudrais rappeler je pense qu'on va répondre après aux questions plus en détail, mais que lors des cérémonies, alors je ne parle pas là des coulisses et de l'organisation, où là ils sont accompagnés par les associations, mais nous faisons un effort tout particulier de ce qui paraît à l'écran, donc que ce soit les remettants, enfin tout ce qui est mis en place, les binômes qu'on essaye de rendre également paritaires et de donner également la parole à un certain nombre de membres de notre communauté, comme nous l'avions fait avec Judith Godrèche l'an passé, en lui donnant 10 minutes de parole sur un texte que nous n'avions pas ni lu ni relu, enfin vous le savez, mais avant qu'elle ne prenne la parole. Je pense qu'après on va rentrer dans le détail. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dumontet. Oui, Madame la Présidente, bonjour. Monsieur le rapporteur, bonjour. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas prévu de propos liminaires, mais j'y souscris volontiers. Je crois que le monde du spectacle et le monde du cinéma sont de formidables caisses de résonance. Et dans ce combat qui est mené depuis quelques années, avec effectivement le déclenchement de MeToo, je pense que nos métiers doivent accompagner, comme toute la société doit accompagner cette prise de conscience forte et nécessaire. Et je me réjouis effectivement de cette audition aujourd'hui, puisque c'est le sujet de tous et de toutes, si nous voulons vaincre ces fléaux. Caisse de résonance. Pourquoi je dis caisse de résonance ? Parce que nos activités, parfois, effectivement, soulignent les comportements particulièrement scabreux et scandaleux de certains. Et donc, c'est auprès de la société tout entière une prise de conscience, mais aussi nos métiers permettent des sensibilisations fortes au travers des œuvres. Et je crois que c'est important de voir cela. Nous avons tous évoqué évidemment les mesures qui sont prises au quotidien pour garantir une plus grande sérénité et protection de tous et de toutes, mais je pense qu'il faut aussi mettre en lumière ce travail et ces œuvres que nous créons et qui sensibilisent les publics. Je m'occupe des Molières depuis 10 ans.
conseil d'administration des Molières qui est à 75% féminin ou 80% féminin, et je m'en réjouis. Et nous avons intégré au fur et à mesure des clauses pour valoriser la parité au sein des nommés, même si c'est un vote grand public, mais néanmoins, par exemple, sur les autrices, nous avons décidé que s'il n'y avait pas d'autrice qui était sélectionnée par les votants, par un système de discrimination positive, nous dirions, une autrice serait malgré tout en lice pour le deuxième tour. Je pense que tous nos métiers font des efforts pour, d'une part, lutter contre les violences et d'autre part, pour aller vers la parité, et que ce chemin est en cours, et je suis heureux que nous y contribuions tous. Voilà ce que je voulais vous dire en propos liminaires, et je me tiens évidemment à vos dispositions sur les mesures plus concrètes que nous pouvons prendre, et les uns et les autres. Je vous remercie. Madame Elsner, peut-être pour la dernière présentation. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, merci. C'est un peu peut-être aussi ce qu'on est, hein. On est un peu en bout de chaîne avec Unifrance qui fait donc la promotion du cinéma et de l'audiovisuel français à l'étranger. Donc souvent, nous accompagnons des films qui voient le jour au Festival de Cannes et plus d'un an après, nous, on va avec ces mêmes films à l'étranger. Ce qui pose d'autres problèmes parce qu'on fait beaucoup de voyages, hein. Donc Unifrance, pour vous donner une idée, est une association financée en majorité par les pouvoirs publics, notamment le CNC. On a 55 salariés actuellement. On ne grossit pas tant que ça. On n'en passe pas à 600 tout d'un coup. Mais des fois, évidemment, on a des bénévoles à l'étranger pour nos festivals, car nous en organisons à l'étranger pour la promotion. Ça peut être audiovisuel ou cinéma, comme au Japon, New York, etc. Donc on a évidemment une grande question, c'est l'interne et disons l'association et ses salariés. Là, on a fait on est plus de 49 salariés, donc forcément on a un CESE, on a fait les formations VHSS, on a mis des référents harcèlement moral et sexuel par ailleurs en place. Donc on s'est beaucoup structuré les 2 dernières années sur ces questions-là. Donc là, je suis à disposition. Hein. Nous, on a plutôt une parité homme-femme en interne. Donc tout ça est, disons, plutôt en cours, c'est géré ou on est en train d'y travailler. Maintenant, ça pour moi, c'est un côté qui est presque, disons, le plus encadré, peut-être le plus facile à mettre en place, hein, si on peut dire dans ces cas-là. Mais après, on a effectivement, on a 1000 membres, donc, qui ne sont pas salariés évidemment de l'association. Les 1000 membres se composent par beaucoup d'artistes, des producteurs, des exportateurs, ceux qui vendent des films, tout ça pour les 2 secteurs audiovisuel et cinéma. Et donc, ça fait beaucoup de monde hein, qui se retrouve évidemment dans nos conseils d'administration, etc. Mais avec lesquels, en fait, il faut qu'on travaille sur qu'est-ce qui se passe sur nos festivals, qu'on organise à l'étranger, voire en France des marchés aussi avec des professionnels venant soit de l'Europe ou du monde entier, et quelles sont en fait nos responsabilités, car évidemment, par définition, on ne les embauche pas, ces personnes invitées, ni les personnes qu'on emmène en promotion. Donc c'est notre responsabilité, on n'a aucun lien salarié, employeur-employé. Donc là-dessus, on s'est penché cette année notamment avec des cabinets externes et nos salariés. On est en phase de présenter quelque chose à notre comité directeur qui aura lieu dans 2 semaines. On s'est évidemment beaucoup inspiré surtout de ce que, par exemple, le Festival de Cannes a fait en termes aussi d'alerte. Hein. Ça, nous, on l'a déjà pratiqué. Ça, c'est la première chose à faire, forcément. C'est dire, on a des cellules, on a des référents harcèlement sur les manifestations, les numéros, les lettres, etc. Donc, tout ça, c'est déjà fait. Néanmoins, il y a évidemment cette question de mise en retrait, jusqu'à quel moment on n'emmène plus un film, sachant que nous, souvent, sur nos sélections, on n'est pas forcément nous sélectionneurs, mais on travaille avec des personnes à l'étranger qui nous aident, ou bien même avec des distributeurs qui ont acheté le film pour le territoire dans lequel nous on va. Donc c'est le distributeur qui va demander un film dans un de nos festivals. Et là aussi, il faut qu'on ait des explications claire et forte si jamais on dit on ne sélectionne pas le film pour une telle ou une telle raison. Et ça, nous, typiquement, c'est quelque chose sur lequel on va travailler avec notre comité exécutif, qui est quand même composé de 20 personnes, et le comité directeur, où on est 60, et toutes les associations et syndicats
français y sont. Donc c'est un vrai travail en cours. Voilà, j'ai évidemment des détails, mais peut-être c'est pas le moment. Mais en tous les cas, c'est une question qui nous préoccupe. Et par ailleurs, après, il y a aussi la complexité. Et ça, c'est un vrai travail qu'on fait. Quand on va au Japon, par exemple, nous avons environ 50 bénévoles au Japon. Tous les pays ne sont pas au même stade que la France ou l'Europe. Donc là, il y a aussi une vraie question, comment on aborde ces questions. Donc on les aborde, on a des partenaires locaux aussi à qui on en parle. Mais voilà, on jongle aussi avec des pays qui ne sont pas tous au même stade et où il faut faire une sensibilisation, peut-être des fois plus forte même que quand la manifestation se déroule en France. Merci beaucoup, merci à tous et toutes pour ces propos liminaires. Nous allons procéder aux questions. Alors, est-ce que tu veux commencer ? Allez, vas-y. Erwan Balanant, rapporteur. Bon, merci déjà pour vos propos liminaires. Vous avez été plusieurs à montrer l'importance que vous avez pour le monde du cinéma et l'importance pour le monde de la culture. On connaît le Festival de Cannes, on connaît les Molières, on connaît les Césars. Évidemment, on sait ce qu'ils représentent dans ce monde. Vous avez tous aussi parlé d'exigence de responsabilité. Et c'est à ce titre que, évidemment, on a un certain nombre de questions à vous poser. Déjà, une première question un peu large. Et un peu pour commencer à approfondir le sujet d'un point de vue culturel. Quel regard déjà portez-vous sur ce mouvement de libération de la parole et ce moment aussi de libération de la parole parce qu'on entend parfois, et on le constate durant nos auditions, c'est pas vraiment la parole qui s'est libérée, c'est parfois l'écoute qui s'est rendue possible. Et je voulais... avoir votre opinion sur un point que j'ai souligné lors d'une audition et qui revient souvent, c'est la question de l'omerta. Pourquoi dans le cinéma il règne une certaine omerta sur les propos, les actes d'un certain nombre de personnes. Quel est selon vous le phénomène qui rend cette omerta possible? Est-ce que vous pensez que cette omerta est aujourd'hui brisée? Et comment améliorer cette question de la parole et de l'écoute? Ce sera une première question un peu large. Après, on aura des questions plus précises, évidemment. Merci. Qui souhaite répondre? Allez-y. C'est clair qu'il y a une prise de conscience de deux côtés. Moi, je suis convaincue que les femmes ont plus de confiance en elles-mêmes et sur le fait que ils puissent maintenant parler, et je crois que c'est très important. Et de l'autre côté, je crois que le message semble beaucoup plus facilement reçu. Je crois que ça reste quand même, ça prend énormément de courage de témoigner. Ça relève souvent des faits très intimes. Et je suis aussi convaincue qu'il reste encore une peur économique de témoigner, de perdre son emploi, de perdre ses moyens financiers ou de ne pas avoir les moyens financiers pour financer un long chemin juridique. Pour moi, c'est vraiment, il faut de plus en plus renforcer les cellules d'écoute et l'accompagnement des victimes. C'est vraiment très, très important. Le plus loin qu'on puisse aller juridiquement, psychologiquement, d'un point de vue médical. Mais en termes de l'industrie elle-même, j'ai vraiment le sentiment que nous avons fait des pas, et des pas importants. Est-ce qu'on a complètement brisé? Je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Merci. Est-ce que... Oui, allez-y. Alors l'âge a l'avantage, on se souvient comme on a débuté dans ce milieu. Moi, j'ai débuté à l'âge de 22 ans côté cinéma, venant d'Allemagne en plus, donc j'avais pas forcément tous les codes. Ça a été une omerta totale.
sur tout. Et là, je vous parle de l'industrie, je ne vous parle même pas des actrices, acteurs, etc. Je vous parle de tout ce qui est derrière. Ce qui, à l'époque, m'avait pas trop fait souffrir parce que, de toute façon, ça faisait partie du gaming, enfin, du jeu. Là. Enfin, je pensais que c'était comme ça et j'étais pas la seule du tout. Quand j'ai eu après ma propre entreprise, notamment dans le commercial, enfin des ventes à l'international des films, j'ai beaucoup alerté mes jeunes collaboratrices de tout ce qui pouvait se passer dans, excusez-moi Thierry et Iris, mais dans un festival de Cannes, mais ça peut être un festival de Berlin ou Venise, que des convocations dans des chambres d'hôtel, ça n'est pas normal, qu'on n'est pas obligé d'aller à minuit quelque part, etc. On peut refuser et que moi j'étais à l'écoute. Je dois dire, un peu oublié que je faisais ça, mais ça m'a été rappelé post-MeToo. On m'a dit, mais toi, tu nous l'avais toujours dit. Et ensuite, ce MeToo, je crois, a vraiment changer les choses parce qu'aujourd'hui, certes, je suis d'accord avec Iris, il y a encore des zones grises, tout n'est pas brisé, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a heureusement une prise de conscience énorme suivie d'un travail. Alors, je ne dis pas que c'est facile et souvent, ça se retourne encore contre les victimes et je l'entends tous les jours, enfin pas tous les jours heureusement, mais enfin régulièrement, disons, dans des moments où on me dira mais là, elle exagère ou il exagère. Mais non, en fait, il n'y a pas d'exagération dans ces sujets-là. Il faut les prendre vraiment au sérieux, prendre l'autre en compte et l'écouter à l'endroit où il est, où elle est. Et je crois que là-dessus, il y a encore un gros travail à faire. Mais ça commence effectivement, je crois, par ce sentiment de responsabilité que nous avons tous et toutes ici. Je crois que celui aujourd'hui, il existe. Donc maintenant, il faut qu'on soit soutenu aussi. C'est-à-dire que plus on avance sur nos chartes, sur nos propositions, sur des choses qu'on a bien réfléchies, bien mises en équilibre, il faut qu'ensuite ça soit parlé par vous, par les pouvoirs publics, par nos tutelles comme le CNC, etc. Ce qui est le cas aujourd'hui, hein, bien partagé et qu'on soit soutenu dès qu'on on décide aussi des choses ou on prend des actions où il ne faut pas que le backlash commence par nous. C'est-à-dire que quelque part, il faut, ou disons, le backlash, il faut qu'il n'existe plus dans l'idéal, mais quand bien même que nous, on soit un peu accompagnés aussi sur ces questions-là. Mais en revanche, je tiens vraiment à le dire parce que j'ai vu cette évolution-là et je crois quand même aujourd'hui, il y a un espace d'écoute surtout. Vous avez raison, je crois plus que de paroles, d'écoute. Et des fois, il faut encore aller chercher. Hein. Des fois, il faut voir que des gens se sentent pas bien et il faut aller chercher pourquoi et essayer de comprendre. Ça n'est pas si évident de dire les choses. Ça, je suis d'accord. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, enfin, évidemment, je suis totalement d'accord avec ce que dit Daniela. Je voudrais revenir sur la question au départ et pourquoi. Je pense que le secteur du cinéma, comme d'autres secteurs, sont des secteurs qui sont dans la lumière et que la notoriété des personnalités qui sont touchées, soit en tant que victimes, soit en tant qu'agresseurs, évidemment, est beaucoup plus difficile à gérer dans la prise de parole. Je pense que c'est déjà difficile dans une société de tous les jours, et ça l'est encore plus de mettre en lumière quelqu'un de très connu qui, jusqu'à il y a encore peu de temps, avait facilement des droits de réponse plus que les droits de la victime. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important dans notre métier, c'est le rapport de pouvoir qui peut exister entre certains métiers, et que probablement... La peur pour soi, la peur de ne plus travailler, la peur du regard des autres dans un métier comme le cinéma, évidemment, a pris le dessus pendant des années. Et c'était juste une petite complémentarité, parce que je me souviens de mes débuts et je rejoins tout ce qu'a dit Daniela. Mais le rapport de pouvoir est tellement fort, hein, parfois, dans la hiérarchie de nos métiers, que probablement qu'il a aidé à l'Omerta. Et c'est ce qui change totalement aujourd'hui par tout ce qu'on met en place tous. Merci pour ces premières réponses. Moi, je vais commencer mes questions sur l'organisation et puis après, j'aurai d'autres questions sur
la mise en lumière, les jurys, etc. Mais d'abord sur l'organisation. En fait, vous êtes sur des lieux, donc ça c'est ma première question sur l'organisation, vous êtes sur des lieux où il y a des moments festifs, des moments en dehors de l'organisation stricte de vos festivals ou de vos remises de prix. Et la question c'est comment vous gérez ces lieux en dehors. Et c'est sans doute pas, je commence sans doute pas par la question la plus facile, mais je voudrais quand même avoir votre réflexion là-dessus, notamment les fêtes, etc. Vous parliez de ce qui se passe en dehors. Et en dehors des fêtes aussi, c'est-à-dire ces moments, par exemple, où vous êtes invité dans une chambre d'hôtel. On sait que, par exemple, c'était un des modes opératoires de plusieurs des personnes qui ont été ciblées par des témoignages. Est-ce que vous informez de manière officielle et non pas officieuse, pas par le bouche à oreille, mais est-ce que vous informez les personnes, toutes les personnes concernées, que ça n'est pas possible de donner un rendez-vous dans une chambre d'hôtel? Est-ce que vous mettez des salles à disposition? Est-ce que vous avez comme ça une véritable politique pour éviter l'enfermement d'une personne dans une situation compliquée? Autre question, vous parliez de la promotion, mais tout à l'heure vous n'avez pas précisé quel était le statut des personnes lors de cette promotion, de qui dépendait-elle? Vous disiez que ça n'était pas de vous, mais du coup de qui dépend-elle? Autre chose sur l'argent public, est-ce que vous avez eu des conditionnalités dans l'argent public que vous pouvez éventuellement recevoir? Et enfin, la dernière question, c'est que j'ai vu, en relisant et en préparant ces auditions, évidemment, j'ai relu pas mal de témoignages qui étaient sortis dans la presse, et il apparaît que, de manière assez massive, que les premières réactions des personnes qui subissent des violences sont soit de se réfugier dans les toilettes, soit de se réfugier auprès de personnes de leur connaissance. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs pour que dans ces lieux-là, ou avec ces personnes-là, il y ait la possibilité aussi de remonter des faits de violences sexistes et sexuelles? Merci. Alors, je vais répondre. Écoutez, pour tout ce qui est de l'organisation dans les festivals, et je le mentionnais, c'est effectivement très important puisque c'est le terrain où les risques sont démultipliés. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des chartes avec des référents qui n'existaient pas jusqu'alors, de manière à ce que les victimes potentielles puissent avoir un confident en cas de problème. Sur les référents, vous pourriez nous préciser un tout petit peu ce que c'est ces référents? Est-ce qu'il y en a un pour tout le festival? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a, c'est un binôme, idéalement paritaire, qui est bénévole et qui garantit la confidentialité de la parole. Ces binômes n'ont pas vocation à prendre des décisions, mais à remonter avec, évidemment, si la victime présumée en exprime le souhait, la violence dont elle aurait été victime, pour qu'on puisse ensuite prendre des mesures adaptées à la et pour pouvoir caractériser la violence et prendre les mesures adaptées. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est de vraiment sensibiliser les équipes au fait qu'on va se délocaliser, qu'il y aura des problématiques lors des fêtes, de dire que le droit du travail s'applique, même au sein de ces soirées, de ces fêtes, qu'on est dans un cadre professionnel et que l'alcool ou l'invitation dans des chambres d'hôtel n'est pas, ne relève pas ne sont pas des circonstances atténuantes pour l'alcool et ne doivent pas avoir lieu pour les invitations dans les chambres d'hôtel, qui a un cadre. Essayer de rappeler le cadre, qui n'a pas toujours été le cas. Et moi, je compte bien, en fait, avant chaque festival, en réunion d'équipe, rappeler ces grands principes. C'est important. Je pense qu'il n'y a pas que des règles et le droit et les contrats et les conventions collectives, bien sûr, le droit est important, mais ce qui est important, c'est aussi de le rappeler et de sensibiliser les équipes pour établir un état d'esprit aussi. Quant à la conditionnalité de l'argent public reçu, je pense que c'est très intéressant. Nous, on dépend très peu du CNC, on est plutôt soutenu par les collectivités territoriales, mais j'ai pu échanger avec le CNC sur ces sujets-là, et je pense que le CNC, c'est important, est en train de réfléchir justement, comme ils le font sur la production, à la conditionnalité des aides, à des critères que pourraient remplir les festivals. Merci, nous les auditionnons tout à l'heure, nous leur poserons la question. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments de réponse? Oui, monsieur. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés,
Alors, deux points. Enfin, en ce qui nous concerne, il faut, je pense, séparer d'une part ce que nous faisons vis-à-vis du personnel et ce que nous faisons vis-à-vis des festivaliers. Donc, vis-à-vis du personnel, comme Iris l'a rappelé, nous avons un référent à l'année pour l'équipe parisienne, puisqu'il faut avoir en tête qu'on a une équipe d'une 30aine de personnes à l'année qui monte jusqu'à 80 personnes quand on quitte Paris, et on passe brutalement à 1000 personnes à Cannes, donc c'est pas du tout les mêmes dimensions. Nous avons un référent pour la période parisienne, et nous passons à plus de référents pour la période cannoise, puisque l'agence qui est en charge du recrutement de tous les personnels cannois fait office de référent pour ces personnels. Donc il y a 5 personnes dans cette agence qui sont sur ces sujets-là. Et je rejoins Aude sur le fait que pour le personnel, la question est moins l'existence des textes de loi eux-mêmes, qui sont, à mon avis, assez précis et clairs et exhaustifs, que leur connaissance par le personnel. Et donc on multiplie les initiatives. Le personnel, en arrivant dans les bureaux à Paris, savoir mettre un document assez complet, assez pratique sur différentes choses, dans lequel l'existence des dispositions, des référents, de la conduite à adopter est explicitée. On le renouvelle évidemment à Cannes, puisque à Cannes, c'est là que les facteurs de risque sont plus importants. C'est également indiqué sur le portail auquel a accès tout le personnel. Donc ça, c'est pour la partie du personnel. Et puis les formations qui se multiplient, qu'on avait réservées jusque-là au personnel parisien et qui seront désormais extendues au personnel cannois à partir de l'année prochaine, sont évidemment une bonne manière de faire connaître les dispositifs, ce qui est la clé du succès de telles procédures. En ce qui concerne les festivaliers, comme Iris également l'expliquait, donc il y a ce numéro de harcèlement-violence qui a été mis en place en 2018, sur lequel nous faisons une communication très large également, avec ce mailing qui part à tous les festivaliers juste avant le festival, avec une communication à tous les endroits du festival, comme elle le disait, comme Iris le disait, et dans les moindres recoins, puisque oui, dans les toilettes également, nous avons communiqué sur ce numéro. Et voilà, quant au fait, en revanche, nous en organisons très peu, nous, directement. En réalité, on organise 1 à 2 fêtes par an, avec un dispositif de sécurité ad hoc et dans lequel nous n'avons jamais eu à déplorer de débordement. La majorité des fêtes, en fait, sont organisées par les professionnels qui viennent à Cannes, mais qui ne dépendent pas directement de nous. Voilà, et pour la conditionnalité des aides d'argent public, non, en l'occurrence, pour l'instant, il n'y a pas de conditionnalité. Si, ça marche, voilà. Alors, en ce qui concerne les Césars, pour la cérémonie, donc nous avons des répétitions pendant plusieurs jours. Donc l'opération dure la soirée, c'est par définition une seule journée, mais nous faisons des répétitions pendant 3 jours. Donc pendant toute la semaine, nous mettons en place plusieurs dispositifs. Le premier, c'est une coproduction entre les Césars, Canal+, et Flab, qui est le producteur exécutif dépendant de Canal+, qui est une filiale à 100% de Canal, mais qui est le producteur exécutif de la soirée. Chacune de ces 3 entités a nommé un référent en ce qui concerne ses propres employés pour cette cérémonie, pour cette semaine. Il y a par ailleurs des flyers qui sont mis partout, des kakimonos qui sont mis absolument partout dans les coulisses et tout autour de l'Olympia. Pour la cérémonie elle-même et pour les invités, les invités sont nominatifs, c'est-à-dire que toutes les personnes, il y a une traçabilité de tous les invités le soir de la cérémonie pour la place à l'Olympia, mais également pour la soirée au Fouquet's qui s'ensuit. Et là aussi, il est plus facile de vérifier. Voilà, il y a une traçabilité, disons. En ce qui concerne les autres opérations, puisque les Césars organisent également le broche du court-métrage, le César des arts et techniques, la soirée des révélations, nous avons à chaque fois un partenaire, qui n'est pas forcément Canal+, qui est d'autres partenaires, qui sont tous des partenaires privés. Nous ne dépendons d'aucun argent public, il n'y a pas d'argent du CNC, mais avec nos partenaires privés, et Audience, qui est un des partenaires d'une des opérations des Césars, les Césars et techniques, mais nous avons élargi avec Audience sur cette question de la prévention à tous les autres dispositifs pour qu'il y ait une cellule d'écoute organisée avec Audience et avec d'autres partenaires pour répondre à cette question. Merci. C'est bon. Alors, allez-y. Nous, on a mis en place donc tout un protocole de gestion VHSS lors de nos événements. Donc pareil, on a 3 référents
renforcée d'une task force avec donc 3 référents Unifrance sur place, plus 2 référents qui sont à Paris, parce que nous, on a cette complexité d'être à l'étranger. Donc évidemment, un local dédié aussi pour l'isolation de la victime, accompagnement, police, hôpital et autres. Et puis ensuite, ce qui est un peu plus compliqué, c'est la mise à l'écart du mis ou de la mise en cause, qui n'est pas si simple, parce qu'au début, on les renvoie direct dans l'avion, mais il y a la présomption d'innocence, etc. Donc c'est plutôt il faut mettre à l'écart, faire l'enquête, etc. Et ensuite, voir, ça dépend des dépôts de plainte, etc. Mais c'est des vraies questions qu'il faut vraiment penser jusqu'au bout, et on travaille avec des juristes là-dessus aussi. Ok. Vous m'avez pas répondu sur la promotion. Monsieur Balanon. Oui, juste revenir pour les festivals. Vous organisez les festivals, vous organisez des fêtes, vous avez fait tout pour celles que vous organisez pour qu'elles se passent bien, et puis il y a toutes les autres. Et toutes les autres, vous nous l'avez bien mentionné, elles sont organisées par des festivaliers. D'ailleurs, parfois, elles ne sont pas organisées, et puis, parce que c'est peut-être le concept de la fête. Ça commence, et puis on ne pensait pas qu'on allait faire une fête, et puis on fait une fête. Mais qu'est-ce que vous faites pour faire de la promotion sur l'usage des stupéfiants ? On sait que ce n'est pas pendant ces moments-là qu'il y a le moins de consommation de drogue. Sur l'usage de l'alcool. Est-ce que déjà vous admettez ces phénomènes, tout simplement, que sur ces fêtes-là, ce ne sont pas des fêtes où on boit que du pamplemousse et de l'eau gazeuse. Donc déjà, le constat, est-ce que vous l'admettez, et quels sont les moyens pour vous, pour éradiquer ces pratiques et surtout responsabiliser les festivaliers ? Parce que je crois que c'est le sujet. Je ne doute pas que vous ayez des bonnes intentions sur ces sujets-là. Mais comment vous faites pour faire comprendre à des festivaliers, des producteurs, producteurs, c'est pas pour les stigmatiser. J'ai dit producteurs, j'aurais pu dire des acteurs, des comédiennes, que ces fêtes-là sont des fêtes qui sont dans un cadre, et quelque part elles vous engagent aussi. Elles engagent aussi la responsabilité, la réputation des festivals ou des cérémonies que vous organisez. Merci, je vous laisse répondre, et après Monsieur Amir Chahi. Bonjour à tous. Oui, là vous soulevez une question importante dont peut-être que notre réponse vous décevra, car souvent c'est pas seulement qu'on est impuissant, c'est qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'en effet, à l'intérieur des manifestations que l'organisation contrôle, bien entendu que la question de l'alcool est tout à fait sous contrôle, la question des comportements, nous avons les services de sécurité, nous avons tout ça. La question de la drogue est encore autre chose. On dit même qu'il arrive que des gens sortent de séance, tout à coup quelqu'un se lève pendant un film, c'est parce qu'il va aux toilettes pour se droguer. Bon, voilà ce qu'on entend dire. Bon, moi c'est pas du tout mon truc, donc je sais pas de quoi on parle. Et donc il y a les fêtes extérieures, en effet, dont vous avez raison de dire, puisqu'il y a des témoignages et qu'il y a une histoire même, et qu'il y a presque une légende de la fête cannoise, dont on peut penser qu'en effet les débordements de tous égards étaient nombreux. Et pas seulement sur ces questions qui relèvent quasiment de la santé publique et de la police. C'est-à-dire que consommer de la drogue, à ce que je crois savoir, est interdit. Bon. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on va vous décevoir en disant qu'on est assez impuissant, on ne sait pas. C'est déjà bien assez. Le Palais des Festivals est un immense bâtiment plein de recoins et nous y veillons. Et il ne s'y passe jamais rien. À notre connaissance, et quand on dit à notre connaissance, ça veut dire non seulement de ce qu'on pourrait savoir, mais de ce qui pourrait nous être dit. Voilà ce que je peux vous dire de ces questions-là. Maintenant, vous soulevez une question importante. La pédagogie dont on parle, qui est une pédagogie que nous élargissons à tous les festivaliers, et même la lettre de recommandation, pour l'appeler comme ça, qui est envoyée aux festivaliers, elle est publique. Même ceux qui ne viennent pas au Festival de Cannes et qui sont abonnés à notre lettre d'information sont informés de la vigilance dont nous faisons preuve à cet égard. C'est de la pédagogie, et vous avez raison de souligner ça. Peut-être qu'on doit aller plus loin que ça, et que quelqu'un
par exemple, un accrédité qui se rend coupable de quelque chose dans une fête qui n'a rien à voir avec nous. Peut-être que nous pouvons prendre la décision, nous, de lui retirer son badge afin qu'il n'a... C'est pas dans nos règles, mais pourquoi pas tout à coup on est en train de se parler. Bon, c'est pas dans nos règles. Voilà. Ben pourquoi pas. Non, mais là parce que c'est... Vous connaissez la question et votre question nous oblige à y répondre. Pourquoi pas? Monsieur Amir Chahi. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, le cinéma n'est pas le seul concerné par les actes, crimes et délits relatifs aux violences sexistes et sexuelles. La politique, l'administration, le monde du sport, l'Église, il y en a bien d'autres. Mais voilà, c'est dans le monde du cinéma qu'a commencé MeToo. Et donc vous êtes dans cette révolution, le point de départ. On ne sait pas jusqu'où ça va nous conduire, mais le point de départ de cette révolution, qui en est authentiquement une, c'est chez vous. Et dans 2 ans, un peu plus de 2 ans, on fêtera, je ne sais pas, mais en tout cas on célébrera les 10 ans de MeToo. Et je me demande ce que vous aurez à dire, en tant que professionnel de la grande famille du cinéma et du théâtre, de ce qui aura été fait ou pas fait. Et de ce point de vue-là, je ne veux pas du tout vous accabler, parce que c'est un événement qui a pris tout le monde de court, mais pas tout à fait non plus. Parce que lorsqu'on écoute Madame Elsner et d'autres personnes qui sont intervenues, on parle de tabou absolu, donc de choses qu'on savait mais qu'on ne disait pas. Il n'y a pas une audition dans laquelle cette chose-là ne s'est pas dite. Pas une seule. Et donc ça interroge aussi sur, non pas vos responsabilités individuelles, mais sur ce qui a été votre rôle après 2017. Vos déclarations, vos responsabilités, vos prises de position. Moi, je ne suis pas un spécialiste de vos métiers, ni des métiers de ceux que vous accompagnez, que vous encadrez. Mais j'observe, en tant qu'amoureux des arts, du spectacle et du cinéma, que vous avez été la main sur le frein. C'était manifeste. Selon moi, c'était manifeste. Je crois que je ne suis pas le seul à le ressentir. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait depuis. Vous en avez donné quelques exemples. Mais fondamentalement, des exemples qui ressemblent un peu aux autres, dans les autres auditions. Alors un référent, un courrier, etc. Autant de choses qu'il faut faire pour protéger les gens, les victimes potentielles, pour prémunir de toute agression, pour vous protéger aussi, j'imagine. Mais au fond, à quel moment la grande famille du cinéma, réunie, a dit, a porté un grand message, uni, en disant c'est terminé, ça ne se repassera plus comme ça. On en a conscience. Je ne vois pas, je ne me souviens pas que la grande famille du cinéma et du théâtre, vous, ensemble, ayez de façon forte pris des positions de nature à donner à comprendre que vous avez saisi, avant même les politiques, d'une certaine façon, ce qui se passait. Parce que d'une certaine façon, l'existence même de cette commission d'enquête, c'était pas à Judith Godrèche, je la demandais particulièrement, c'était peut-être à vous, et c'est peut-être aussi le signe d'un échec global dans le milieu. N'y voyez pas de critique directe vous concernant individuellement, je n'en suis pas là. Je conçois bien qu'il y a 2 problèmes. Bien sûr, séparer l'artiste de l'œuvre, c'est un sujet infini. Bien sûr, d'un côté la parole des victimes et de l'autre côté la présomption d'innocence. Mais moi, j'ai plutôt le souvenir d'avoir entendu que Johnny Depp, on s'en foutait un peu. J'ai entendu en 2024, dans le Figaro, je crois, une interview que vous donniez, Monsieur Frémaux, je crois que c'est vous, si c'est pas vous, je vous prie de m'en excuser. On a décidé de faire un festival de Cannes sans polémique. Mais cette phrase même est terrible pour les personnes qui, sorties de l'ombre, ont eu envie de faire parler de leur situation, ont demandé à ce qu'on les écoute, on demande à ce qu'on les entende. Dire « je veux un festival de Cannes sans polémique », c'est silence. C'est silence dans les rangs. Et donc c'est très violent. De ce constat, ma présidente me presse d'aller à ma question. C'est bien, vous m'avez J'en ai une. J'ai une interrogation. Vous parlez du rendez-vous dans 2027. Et au-delà de ce que nous préconiserons, sur la base des recommandations du rapporteur, et que vous serez amené donc à faire si ça se traduit par une disposition législative. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous comptez faire ensemble, vous qui vous autoproclamez la grande famille, non mais c'est pas méchant, qui êtes la grande famille du cinéma et des arts. On a des questions pour vous, hein. C'est une réflexion. Je vous la livre, Pour rien. Ensuite, je voudrais bien avoir les messages dont vous avez parlé. Vous avez dit pour les fêtes ou pour les
à chaque cérémonie, on envoie des messages. Je voudrais bien avoir des exemplaires de ces messages, si on peut en avoir. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui vous manque concrètement pour franchir ce pas? Même si ce sont des outils législatifs, le cas échéant, je serais bien curieux de savoir lesquels, à titre de conseil. Merci, Monsieur Mirchel, qui avait beaucoup de questions. Alors, on vous laisse répondre. Allez-y, Monsieur Dumonté. On va essayer d'être consensuel. Je vis assez mal votre question. Et tant mieux. Je la vis assez mal. J'ai envie de vous dire, mais qu'a fait l'Assemblée nationale? Pourquoi on n'a pas été auditionné avant? Pourquoi il faut que ça soit Judith Godrèche? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on est comme les autres. Moi, en 2014, en tant que producteur, j'ai défendu un spectacle qui s'appelait Chatouille. J'en étais le mécène. C'est devenu un film. J'étais le mécène de ce spectacle pendant 4 ans, avant d'en être le producteur. J'ai dépensé beaucoup d'argent et j'étais extrêmement heureux, extrêmement fier de ce spectacle. J'ai défendu beaucoup de spectacles et on est très nombreux à avoir défendu des spectacles et des films qui, à mon sens, ont participé à cette sensibilisation. Je m'inscris en faux à croire que nous serions totalement vermoulus. Non, mais je préfère vous le dire, je m'inscris totalement en faux. Et je considère que nous sommes une caisse de résonance avec beaucoup d'aspects positifs à cette résonance. Parce que les comportements des agresseurs, quand ils ont été chez nous et quand ils ont été dénoncés, ça a permis de sensibiliser beaucoup la société. Nous avons accompagné, peut-être pas assez bien, pourquoi pas, mais je ne crois pas à la fiction de la famille, du cinéma ou du théâtre. Ça n'existe pas. On est des entités qui essayons de faire progresser. Si, vous reprenez... c'est une fiction. C'est une fiction. Ça n'existe pas, la famille. C'est comme si je parlais de la famille politique. Y a-t-il une famille politique, de la classe politique? Alors, parlons-en. Mais en fait, là, c'est pas le sujet. Oui. Non, mais c'est intéressant vraiment... parce qu'il faut quand même chasser ces fantasmes qu'on chevauche par moment. Donc, je m'inscris assez en faux. Sans doute, on n'en fait pas assez, mais je crois que nous vivons parce qu'il faudrait être aveugle pour se dire que tout va extrêmement bien. Mais nous avons vécu une révolution très profonde, avec des événements très heureux, comme la sensibilisation des jeunes générations. Dans nos entreprises, dans nos festivals, dans nos associations, les jeunes femmes sont totalement épidermiques. Et pas une jeune femme qui a 25 ans ou 30 ans aujourd'hui ne supporterait ce qui était supporté ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc cette sensibilisation, elle est très fortement en marche et je pense que nos secteurs sont assez avant-gardistes. Donc je m'inscris un peu en faux sur votre mise en cause. En revanche, si c'est un appel à ce qu'on aille plus loin et plus fort, tant mieux, et vous avez raison de nous aiguillonner. Et donc, on saura reprendre. Mais je pense qu'on ne fait pas partie du problème. On est au contraire des éléments de réponse au problème. Merci pour cette réponse. Monsieur Erwan Balanan. Mais je ne suis pas... On va continuer. Oui, merci parce que cet échange est assez révélateur, en fait, du point où nous sommes. Parce qu'on va tous pouvoir se rapporter ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Vous avez juste dit qu'avez-vous fait les politiques. Vous avez un code du travail aujourd'hui. Hein. Le code du travail, il ne date pas d'hier. Le code du travail, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il existe pour toutes les entreprises, alors c'est justement un des sujets de notre commission d'enquête. Est-ce qu'il est suffisamment adapté à vos milieux? Mais aujourd'hui, on a vu qu'il n'est pas toujours respecté dans votre milieu. Vous savez, en 2000... Dans le nôtre non plus. Dans le nôtre peut-être... Oui, mais bon, dès 2017, l'Assemblée nationale avait, avant même MeToo, enfin au même moment, était sur la législation et on a créé l'outrage sexiste et sexuel qui n'existait pas, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut qu'on travaille, effectivement, vous avez raison, collectivement. Le problème du cinéma, qui n'est pas son problème, qui est ce qu'il est, c'est qu'il est le reflet de notre société. Il est le reflet et le miroir de la société. Donc, c'est en ça que vous avez une part de responsabilité aussi pour passer d'un monde où se sont produits des faits délictuels, criminels, graves, dans une certaine omerta, à un cinéma qui est un cinéma prescripteur d'un certain nombre de... Enfin, d'être un cinéma qui est en réalité rôle modèle de notre société. Et sur ce sujet, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que, effectivement, la question, par exemple, sur la présence de Johnny Depp en 2023, c'est un vrai sujet.
moi, j'adore le Festival de Cannes depuis mon enfance. Et en 2023, j'ai été choqué sur la présence de Johnny Depp. Donc, sur Johnny Depp, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous pouvez l'expliquer ici, dans cette commission d'enquête? Ok, merci. Monsieur Frémaux. Oui, d'abord, je voudrais vous préciser, monsieur, qu'il faudrait regarder l'interview en entier. Je n'ai pas dit que ça serait un festival de Cannes sans polémique, et encore moins au regard de ce que vous laissez supposer que ça signifierait. C'était parce qu'on était en pleine polémique d'une prétendue liste de personnalités qui étaient des violeurs, et j'étais sous le feu de questions sur ce qui se passerait, et je disais que de notre point de vue, du point de vue du festival, et précisément au regard de ce que l'année précédente, il y avait eu Johnny Depp à l'ouverture, nous ferions en sorte qu'il n'y ait pas de polémique qui vienne de nous. Donc, confondons pas exactement ce que j'ai pu dire et ce que vous m'attribuez comme quoi je ne regarderai rien, que je ne voulais pas et que je bafoue la parole d'éventuelles personnes qui feraient polémique en parlant. Ça n'est évidemment pas notre intention. C'est ça que j'ai compris, pardonnez-moi. Sur le fond de la réponse. Alors, sur le fond, là, on rentre aussi dans des questions assez fondamentales. Ça a été dit sur l'éveil des consciences et sur la manière dont ce métier évolue. D'abord, je veux redire que la révolution MeToo commence à l'automne 2017 et que le Festival de Cannes intervient, pour ce qui nous concerne, dès le mois de mai suivant. Et nous organisons cette prise de parole. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu, la présidente du jury de cette année-là, Cate Blanchett, ainsi que Agnès Varda, comme grande pionnière de la question de la présence des femmes dans le monde du cinéma, et puis 82 personnes, 82 femmes. Pourquoi? Parce que seulement 82 réalisatrices avaient été sélectionnées en compétition dans l'histoire du festival face à des centaines et des centaines de garçons. Bon. Donc ce sont des choses que nous avons pris, assumées et sur lesquelles nous nous sommes volontiers exposés pour dire une situation, d'abord une situation qui nous précédait de loin. Alors sur Johnny Depp, en 2023, bon, je ne vais pas vous raconter nos cuisines, mais il y a un film d'ouverture qui est sélectionné chaque année. Et il se trouve que ce film-là était candidat, le film de Maïwenn Dubarry. Et avec en effet Johnny Depp. Nous voyons le film, nous réfléchissons collectivement, nous soumettons la sélection de ce film, nous l'annonçons. Le film ne soulève aucune... Et j'ai eu une autre parole malheureuse, je mets les guillemets, c'est qu'un jour j'ai dit que moi je ne m'intéressais pas du tout à la question de Johnny Depp. En effet, j'aurais pas dû dire ça comme ça, puisque c'était une affaire privée. Et au moment où nous sélectionnons nos films, le procès de Johnny Depp et de son ex-femme date d'il y a plus d'1 an. Et en effet, ça n'est pas dans nos esprits. Pas plus qu'on ne savait qu'il y avait eu un problème entre la réalisatrice et un organe de presse, qui nous est aussi revenu en boomerang dès lors que le film a été annoncé. Alors, est-ce qu'on le ferait aujourd'hui? Sans doute pas. Sans doute pas. Pour de nombreuses raisons, mais sans doute pas pour ne pas prêter précisément. Puisqu'on s'est pris une pétition d'emblée, dont, de notre point de vue, vous comprendrez qu'on l'a trouvée excessive, mais qui, sur le fond, était vraie. Ça donnait le sentiment que nous valorisions un artiste qui avait été... Donc, sans doute qu'on ne le ferait pas. Monsieur Dumonté, puisque vous voulez répondre... Merci, Madame la Présidente. Oui, nous avons une responsabilité et nous devons l'assumer. Et je peux vous parler que de ce que je connais. Je vais vous parler des Molières. Dans la liste des remettants, l'année dernière, Caroline Vigneault donc présentait la cérémonie et Caroline Vigneault a décidé d'écarter des personnes qu'elle soupçonnait, à tort ou à raison, qu'importe, d'être susceptibles d'avoir eu des comportements déplacés. Et nous l'avons fait, c'est vraiment une décision que nous avons prise ensemble, et j'ai appelé, parce qu'il s'agissait d'acteurs au pluriel, j'ai appelé les acteurs concernés pour leur dire qu'ils ne remettraient pas un prix. Donc si vous voulez, mais ça c'est un travail assez invisible, et elle pourrait vous le confirmer, hein, Caroline Vigneault, c'est un travail assez invisible qu'on ne va pas répandre sur les toits, parce que, je le répète, quand il s'agit de décisions ad nominem, je n'ai pas envie de jeter en pâture des noms. Donc
lors de la cérémonie des Molières, très régulièrement et très spontanément, de ma part, nous avons décidé de donner la parole à un certain nombre d'associations féministes pour qu'elles puissent s'exprimer, et notamment sur la création, parce que dans le monde du cinéma, le monde du cinéma est assez en avance par rapport au monde du théâtre, parce que le monde du théâtre, c'est une économie beaucoup, beaucoup plus modeste. Les Molières, c'est 1 salarié et demi. Ça fera halluciner tout le monde autour de cette table. C'est 1 salarié et demi, donc ça donne la proportion des choses, si vous voulez. Et dans les théâtres, dans le théâtre privé, moi je suis un producteur de théâtre privé, les théâtres privés, c'est des toutes petites équipes, donc beaucoup moins structurées. Et lors des Molières, j'ai incité à des prises de parole pour qu'effectivement nous créions dans chacune de nos structures des références sur les violences sexuelles. Donc, si vous voulez, j'espère que nous le faisons tous, ce travail. Nous ne le négligeons pas et nous prenons des mesures fortes. Mais ces mesures fortes, effectivement, c'est pas pour moi jeter en pâture des noms. Et les personnes qui ont été l'année dernière recalées, alors qu'on les avait pressenties pour remettre des prix, nous ne l'avons pas expliqué publiquement. Merci. Qui souhaite intervenir? Allez-y, Monsieur Frémont. Oui, d'abord, je crois qu'il faudrait qu'on se redise à nous tous et à nous-mêmes que nous pensons sans doute les mêmes choses sur ces questions-là. Et qu'il n'y a pas, vous avez dit vous-même, Madame la Présidente, dans une précédente audition, que vous étiez la Présidente d'une commission et pas d'un tribunal. Et donc je crois qu'il est important que nous redisions qu'ici, si nous sommes tous là, c'est pour contribuer à la progression des mêmes combats, des mêmes choses et des mêmes idées. Dire également que oui, nous faisons nous dans l'action culturelle publique, vous faites vous dans l'action politique publique, et que de ce point de vue-là aussi, nous souhaitons, contribuons là où nous sommes chacun à changer le monde. Et il se trouve que le cinéma, le théâtre aussi, la littérature aussi, le cinéma, en tout cas c'est notre conviction, contribue à rendre le monde meilleur. Et le Festival de Cannes, spécialement par les films qu'il peut montrer, par les films qui peuvent être récompensés, aide à voir le monde d'une manière différente. Alors à votre question, c'était quoi? C'était comment faisons-nous pour en juger un peu finalement? Bon, donc il y a des comités de sélection et en effet, on est tous des cinéphiles, on va dire, et je mets des guillemets, des intellectuels de la question. On se pose ces questions-là, en effet. Pas seulement, d'ailleurs, sur la question de la représentation des violences sexistes et sexuelles, mais de la violence en général, de la représentation de l'histoire, de la représentation de la diversité géographique, de la diversité à tous égards. Et le Festival de Cannes, et c'est tout à fait vérifiable dans les statistiques, fait en sorte de, par exemple, ne pas donner une seule vision du monde qui serait celle du monde occidental, en gros, dans un dialogue Europe-Hollywood, puisque c'est à ça, bien souvent, qu'on résume le cinéma. Non. Il y a un cinéma d'Afrique du Nord, de l'Ouest, et maintenant un cinéma d'Afrique de l'Est, il y a un cinéma asiatique, un cinéma latino-américain, etc. Je rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, oui, nous faisons en sorte de dire au monde des choses quand les œuvres sont là. J'en prends, et en effet, j'en prends pour exemple un film qui a été montré l'année dernière à Cannes avec beaucoup de succès, qui sort avec beaucoup de succès, qui a eu des prix, dont le personnage principal est un personnage et une personne transgenre. Sans doute que sur la question du regard porté sur cette partie-là de l'humanité, le film contribue à améliorer l'image qu'on peut en avoir. Donc oui, on peut l'avoir. Alors après, on n'est pas non plus à l'époque de Monsieur Zdanov à vouloir absolument que l'art soit au service d'une vision du monde. Et il arrive parfois que nous-mêmes, au regard de ce qui nous est également soumis comme film, il arrive qu'on ne soit pas toujours complètement juste dans nos choix, ça a pu arriver, y compris des choses qu'on regrette, d'ailleurs on le paye en général immédiatement. Bon. Mais je voudrais aussi dire que, comme ça a été dit par M. Dumontet, par exemple, dans la cérémonie qui a suivi la révolution MeToo, dans la cérémonie de 2018,
nous avons invité, pour remettre un prix, une des personnes qui avait été l'une des fers de lance de cette révolution MeToo. C'était une façon de lui donner la parole, sans contrôle évidemment du moindre discours. Donc chaque fois, là où nous sommes, que nous pouvons agir, et je ne dis pas ça pour me faire pardonner, je mets aussi des guillemets, la présence de Johnny Depp dans un film d'ouverture, mais il y a là quelque chose qui doit être jugé à chaque fois sur une demi-décennie ou sur une décennie. C'est-à-dire en quoi nos manifestations culturelles contribuent à faire ce que vous dites et avec quoi je suis parfaitement d'accord, nous sommes parfaitement d'accord, changer le monde, ou en tout cas en faire un monde meilleur. L'art est destiné à ça. Merci. Monsieur Erwan Balanant, après moi j'ai d'autres questions. C'est beau. Vous avez parlé justement des cérémonies et des discours qui peuvent être faits. Bon, généralement, vous ne les contrôlez pas. Vous donnez des cartes blanches à Cannes. Ok. Au Molière, on sait qu'il y a eu une polémique, parce que ça a été relaté par la presse. Alors, excusez-moi, on va croire que moi qui aime le théâtre, je suis un peu... Mais il y a eu une polémique en 2022, l'association MeToo Théâtre était invitée à s'exprimer, et vous avez visiblement revu le texte. Alors je crois avoir votre réponse, parce que c'est tout simplement parce qu'il y avait des faits, des personnes nommées qui étaient nommées, et c'est ça que vous avez souhaité retirer. C'est pas du tout sur... Je veux avoir une confirmation. Succinctement, vous racontez la genèse. J'ai pris personnellement contact avec la représentante de MeToo Théâtre. J'ai pris. Nous nous sommes rencontrés dans mon bureau à 2 reprises. Il était convenu qu'elle appellerait, j'en parlais à l'instant, à la création de cellules au sein des théâtres. Et c'était la meilleure expression possible lors de la cérémonie des Molières, puisqu'il y a beaucoup de directeurs de théâtre présents, à la création de cellules pour recueillir la parole des victimes. Je lui avais demandé que ça ne soit pas ad nominem, puisque cette personne donc est dans une cadre d'une affaire judiciaire avec quelqu'un de la Comédie Française, parce qu'il me semblait que ce n'était pas la place de dévoiler une affaire d'ordre privé, même si ça a une dimension évidemment publique. Et la personne a rencontré ensuite à 2 reprises mon délégué général, c'était à nouveau confirmé, et elle nous a envoyé son texte qui démarrait ainsi: « J'ai été violée par un membre de la Comédie Française », et elle citait le nom. Et ça, il me semblait que ce n'était pas la place et ce n'était pas nos accords. Et je répète, et c'est important pour vous, parce que c'est une initiative dont j'étais heureux, que c'est moi qui ai pris contact avec cette personne pour qu'elle prenne la parole. Voilà. Vous ne considérez pas que c'est peut-être une occasion manquée d'avoir fait passer la parole? Non. Cette affaire avait été largement dévoilée dans la presse et traitée par la presse. Voilà. Et ce soir-là, une association féminine avait pris le relais. Féministe. Voilà. Ok. Alors, en fait, là, la question qui occupe nos débats depuis maintenant plusieurs semaines d'audition, c'est les rapports de pouvoir dans le monde du cinéma. Et en fait, c'est un milieu qui est particulièrement difficile de ce point de vue-là, qui est particulièrement à risque de ce point de vue-là. Le nôtre aussi, hein, la politique aussi, de la même manière. Parce qu'en fait, on est face à... Ah, je t'ai encore oublié, excuse-moi. Alors, je termine ma question et je te donne la parole avant la réponse, comme ça, tu auras la possibilité. Donc, c'est un monde de rapports de pouvoir, et un monde de rapports de pouvoir où les personnes qui ont du pouvoir ont presque aussi une capacité de vie ou de mort sur d'autres personnes qui seraient plus fragiles ou plus vulnérables dans le métier. En tous les cas, c'est comme cela que plusieurs fois, on nous a évoqué la difficulté à parler, puisque si vous êtes en situation de vulnérabilité économique, si vous êtes moins connu que la personne, que ce soit homme ou femme hein, d'ailleurs, et si vous avez une carrière débutante ou une carrière plus fragile, eh bien vous dépendez complètement d'un effet de réputation dans le milieu qui évidemment peut être mis à mal par un témoignage. Et on l'a vu quand Adèle Haenel par exemple quitte le cinéma. Moi, je trouve que c'est un aveu d'échec énorme, mais énorme, de
son parcours et de la manière dont le cinéma a sans doute réagi à sa parole. Et en fait, derrière cela, j'interroge les structures de pouvoir que par la loi nous pourrions éventuellement faire évoluer pour qu'il n'y ait pas ce différentiel trop important. Et donc, dans ce cadre-là, je m'interroge sur comment, dans vos structures, vous pensez cela et comment vous voyez les évolutions législatives possibles, ou les évolutions tout court d'ailleurs, pour modifier les rapports de pouvoir et faire en sorte qu'une personne qui soit accusée n'ait pas droit de vie ou de mort sur une autre personne. Avant de vous donner la réponse pour la parole, et parce que je l'ai oublié 2 fois, et mes excuses, cher Pouria Amir Chahi, je te donne la parole. Merci, mais en fait, je vais appuyer ce que vient de dire la présidente. J'ai bien précisé tout à l'heure que tous les milieux, le sport, la politique et d'autres étaient concernés. Donc il ne fallait pas me renvoyer la balle, monsieur Dumontet, d'autant que ce n'est pas l'objet. Et vous avez raison, monsieur Frémaux, de rappeler que ce n'est pas un tribunal, mais c'est une commission d'enquête. Et dans l'enquête, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre avec les acteurs, avec la société qui vient à l'Assemblée, ce qui, selon vous, a manqué. Et lorsque la présidente évoque, par exemple, l'arrêt de carrière cinématographique d'Adèle Haenel, c'est un des exemples. Il y en a d'autres, j'en ai cité des exemples. Donc la question, c'est de quelle façon vous avez réfléchi à ces grands loupés. J'en ai cité un, c'est le sentiment de ne pas avoir entendu de message puissant de la part des grandes institutions et les grands moments du cinéma et du théâtre, pour dire nous avons compris, maintenant c'est terminé, il y aura un avant et un après. J'ai ce sentiment, peut-être qu'il est infondé, mais en tout cas je voulais je réitère ma question, mais comme la présidente vient de le redire, en gros c'est qu'est-ce qu'il vous manquerait désormais, indépendamment de ce que vous pouvez faire ici ou là avec des dispositions particulières, qu'est-ce qui vous manque désormais pour pouvoir agir et donner ce message qui, à mon avis, n'a pas été porté par les grandes institutions du cinéma, en tout cas pas assez. Je ne dis pas, encore une fois, il n'y a pas d'attaque ad nominem ni de mise en cause de vos institutions, mais il y a quand même ce sentiment d'avoir raté une révolution. Et quand on rate une révolution, en général, on ne s'en remet pas. Merci. Alors, vos réponses, monsieur Sobelman. Oui, je ne sais pas si c'est une réponse, je vais tenter une petite explication. D'abord, la grande famille du cinéma, moi personnellement, ça fait longtemps que je travaille dans le cinéma, je ne sais pas trop ce que c'est la grande famille du cinéma. Bon. Ensuite, il faut, et je pense que vous l'avez vu depuis le début de votre commission d'enquête, c'est que les situations sont extrêmement diversifiées. Depuis l'écriture d'un scénario jusqu'à l'exposition, la dernière exposition du film dans un festival à l'étranger organisé par Annie-France, les situations et les situations auxquelles on est confronté sont extrêmement diverses, même si le sujet est un sujet unique, sont les violences des VHSS. Mais en même temps, elles se passent à des moments extrêmement différents, suivant qu'il y a ou pas un lien de subordination, suivant ou pas que l'affaire a lieu au moment de l'événement ou à dehors. Il y a plein de situations différentes. Et également historiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous on s'est rendu compte par exemple à l'Académie qu'il y avait à arbitrer où était le curseur entre la nécessaire croyance de la parole des plaignantes et la présomption d'innocence. Voilà. Pardon ? Plutôt que la croyance, mais le respect de la parole et l'instruction. L'écoute et le respect. Et donc le curseur était placé à différents endroits pour plein de personnes. C'était ça demandait un temps. Et par exemple au César, on a pris ce temps-là pour essayer de voir où était l'équilibre entre tout ça. Moi, je pense que l'une des solutions que nous avons à l'Académie, je ne sais pas si elle est bonne, c'est de dire que plus elle sera féminisée, moins il y aura de problèmes. Parce que la question du pouvoir aujourd'hui n'est pas sans lien évidemment avec toutes les questions qui ont à voir avec le patriarcat, avec la domination masculine telle qu'elle s'est exercée. Personnellement, je le pense. D'autres ne le pensent pas. Mais en même temps, je ne dis pas qu'on a féminisé, qu'on a, disons, favorisé la parité des membres de l'Académie hommes-femmes pour cette seule raison-là, mais je pense que ça sera une des conséquences de cette féminisation.
Bon, c'est une dimension importante, mais non suffisante. Ça peut, bien sûr. Et par ailleurs, les femmes ne sont pas toutes non plus non, des bien alliées, entendu, forcément. bien entendu. Nous avons toutes et tous des exemples en tête. Madame Estner et Monsieur Erwan Balanant. Je crois qu'il y a récemment le groupe Respect qui a beaucoup travaillé les dernières semaines, enfin les derniers mois surtout, sur toutes ces questions, parce que je crois que c'est là où on voit bien, on est 3-4 associations autour de cette table, et c'est très compliqué en fait de se baser sur quelque chose, parce que nous, on a nos 1000 membres, on a un comité directeur qui doit décider des choses, d'autres associations ont autre chose. Donc je crois que notre complexité aujourd'hui de pouvoir dire, communément on dit voilà ce qu'on va faire, c'est franchement, presque impossible si on n'y travaille pas, et je pense quand même aussi au CNC sur ces questions-là, avec une vraie responsabilité de nous donner à nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit soutenu pour que quand on dit, c'est ça en fait, le Respect par exemple propose cette œuvre collective qui, si on a fait ça et ça et ça, on peut quand même aller le promouvoir, alors pas forcément avec la personne qui est en cause, effectivement, on ne va pas l'envoyer à droite à gauche, mais l'œuvre n'est pas punie. C'est une vraie question. C'est-à-dire est-ce qu'on doit punir l'œuvre parce qu'il y a eu, là, en l'occurrence, par exemple, quelque chose sur le tournage qui a été traité. Donc là, la question de respect, c'est non. Si ça a été traité, si on dit, on peut quand même continuer à promouvoir l'œuvre, à le sélectionner en festival, etc. Quelle est la mise en cause d'un article dans la presse, d'un ou d'une réalisateur avec aucune plainte, par exemple? Quelle est notre responsabilité là-dessus? Est-ce qu'on dit c'est fini? C'est compliqué parce qu'on commence par là. C'est pour ça que je le dis. Et communément, on n'a pas de réponse là-dessus. Peut-être aussi, peut-on juste poser une chose à ce stade de la réflexion, c'est que ce qui sort dans la presse peut-être n'a pas pu être traité en interne des instances cinématographiques diverses avant de sortir dans la presse. En tous les cas, c'est... il faut quand même se le poser, cette question. Pourquoi ça sort dans la presse? Parce que je pense que ça n'arrange en fait personne que ça sorte dans la presse. Il faut quand même se dire ça. Donc, si ça sort dans la presse, peut-être est-ce le résultat d'une succession soit d'échecs, soit d'impasses, soit de sentiments d'inefficacité des dispositifs qui font qu'à la fin, finalement, ce qui reste encore le plus efficace, ce serait un article dans la presse. Donc, c'est pour cela aussi qu'il y a une forme de responsabilité. J'entends que vous dodelinez de la tête pour montrer votre désaccord. Vraiment, pour essayer... Nous qui sommes ici en train d'organiser cette commission d'enquête, nous essayons nous parlons évidemment avec beaucoup de victimes. Non, juste la presse, elle adore dire beaucoup de choses, vous le savez bien. Enfin bon, ça, ces victimes, par exemple, refusent de venir ici publiquement tellement elles ont peur, elles sont terrorisées. Donc en fait, il y a quand même un sujet. Où est-ce que cette parole peut-elle être posée? Comment elle peut être instruite correctement? Tout à fait, mais je crois quand même, on ne peut pas nier justement le fait qu'on n'est pas d'accord sur le titre de la grande famille du cinéma. Il y a 40 ans, peut-être... Non, mais il y a 40 ans, enfin 30 ans, voire 20 ans, quand j'ai commencé, on aurait peut-être dit oui, c'est une grande famille. Aujourd'hui, on ne le dit plus. Et je trouve ça très, très bénéfique parce qu'une famille, on sait ce que ça pose comme problème. Donc aujourd'hui, on se voit plus là-dedans. Donc pour moi, c'est un avantage aujourd'hui. Mais effectivement, je crois que la vraie question, elle est dans ce déséquilibre. Néanmoins, je le vois au quotidien, alors peut-être, mais je le vois surtout parce que nous, on a tout le monde, tout le temps, constamment. Je crois quand même, il y a une vraie prise de conscience. Il faut aussi le dire, parce que si on continue publiquement de dire qu'il n'y en a pas, les victimes vont encore moins oser sortir. Et je crois vraiment, il faut dire que c'est pas assez, mais il y en a eu, il y en a. Merci. Je suis obligé de... Nous ne doutons pas de la prise de conscience, nous doutons de son ampleur. Monsieur Erwan Balanant, et après... Je peux juste très rapidement pour la répondre. réponse est non. Non, mais parce que c'est de ma faute. J'ai employé le terme de grande famille. Donc je vais le retirer pour la 3e fois pour vous dire, ça m'est venu. Moi, je suis un ancien travailleur social et il se trouve qu'effectivement, dans la famille, quand j'avais des dévoilements de situation, c'était pas le plus joli. Donc la famille est le premier lieu de violence. Exactement. Donc c'est peut-être pas anodin qu'on parle de grande famille. Voilà. Et en même temps, donc, permettez-moi de constater juste la chose suivante. Monsieur Balanant et Madame Rousseau ont convoqué pour cette réunion toutes les parties prenantes de ce que je n'ai pas appelé la famille, d'accord? Les scénaristes,
les scénaristes, les producteurs, les techniciens, les assureurs, les réalisateurs, etc. Je vous ai donc demandé la chose suivante. Vous qui, à vos endroits respectifs, incarnez ces grands mouvements de création dans toute la chaîne de création, qu'avez-vous dit comme message fort et puissant dans le cadre de cette révolution? C'était ma seule question, mais je la reposerai par écrit de façon plus précise, pas de problème. Merci. Monsieur Erwan Baladin, et moi j'avais quand même ma question sur les rapports de pouvoir sur lesquels j'aimerais bien que vous répondiez. Allez-y. Rapidement, on est là quand même au cœur d'une vraie question, parce que pour reprendre ce que vous avez dit sur les propositions du groupe Respect, votre travail, vous tous, c'est de récompenser des films. Donc récompenser des films, récompenser les sélectionner évidemment, et puis ensuite les récompenser. Et la question qui est une question légitime et une question auquel je n'ai pas de réponse à titre personnel complète, c'est quel type de film on récompense. Est-ce qu'on récompense un film sur lequel il s'est passé quelque chose de grave, mais c'est un chef-d'œuvre? Ça peut arriver. C'est ça qui est terrible aussi dans ce que vous faites, c'est que des gens qui ont parfois des attitudes terribles peuvent créer des chefs-d'œuvre. C'est un vrai problème. C'est le problème qui est soulevé par Geneviève Sellier sur le culte de l'auteur dans notre pays, sur lequel on a peut-être été trop loin. Je vais trop loin, je vais revenir plus pragmatiquement. Est-ce que, concrètement, vous, aujourd'hui, un film qui sort, que vous estimez être un film qui, d'un point de vue esthétique, politique, a le mérite d'être récompensé, mais dans lequel vous savez qu'il s'est produit un fait délictueux, voire criminel, mais qui a été bien traité? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu les étages. Est-ce que vous le sélectionnez aujourd'hui encore? Est-ce que vous le primez encore? C'est une question et je n'ai pas de réponse, parce que, comme vous dites, madame, si ça a été bien fait, si les procédures ont été bien faites pour traiter, et si les victimes ont été aussi bien traitées, c'est une vraie question. Alors, qui souhaite répondre à ça? Monsieur Sobelman et après Monsieur Dupontet. Oui, alors je réponds à ça à deux endroits. La première, c'est parce que au César, nous ne sélectionnons pas les films, nous prenons tous les films qui sortent et ensuite ce sont les membres, les votants. Voilà. Donc nous, ce que faisons simplement, c'est que si une personne est mise en examen au moment où il serait nommé, il ne sera pas mis en lumière, il ne viendra pas chercher son César. Nous avons fait cette décision. Mais le groupe Respect, qui a fait un travail considérable, a parlé de cette histoire de film abîmé et de certification. C'est-à-dire que si effectivement, un film, c'est une œuvre collective, c'est un travail collectif qui engage des centaines de personnes, qui les pensent, qui les fabriquent et qui les montrent. À un moment donné, est-ce que le fait que... Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose si c'est le réalisateur, l'acteur principal ou d'autres collaborateurs. C'est pas la même chose parce que le film n'est pas abîmé de la même façon. Mais pour autant, il y a des centaines de personnes qui ont travaillé, il y a des considérations économiques qui rentrent en compte et morales qui rentrent en compte. Et je trouve que ce qu'a fait Respect de créer cette certification pour les films abîmés, à partir du moment où tout ce qui pouvait être fait a été fait, est une mesure qui prend en compte la dimension dont vous parlez. Il y avait Monsieur Dumontet qui avait une réponse. Oui, mais juste sur cette question, parce que c'est important, la certification qu'elle propose, et c'est très bien, c'est juste le respect de la loi. Pas mal. Oui, mais certifier quelque chose qui respecte la loi, vous voyez qu'on se retrouve dans des situations qui peuvent être un peu complexes. Déjà, on respecte la loi. Oui, mais justement, non, mais elles ont et elles proposent, et c'est très bien, elles ont fait un travail remarquable, juste le respect de la loi. Donc, alors, il y avait Monsieur Monsieur Sobelman, Monsieur Dumontet, et après, on passe à une dernière salve de questions. Oui, c'était juste pour signaler que c'est un sujet éminemment complexe. Vous avez parlé, Madame la Présidente, du rapport de pouvoir. C'est évident qu'il y a des rapports de pouvoir totalement disproportionnés et qu'une personne peut tenir une pièce, une personne peut tenir un film et qu'une personne peut casser une réputation. Donc vous avez totalement raison. Dès qu'il y a des jeux de pouvoir, quel que soit le milieu, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'entreprise, il est évident qu'il y a un décalage total entre la puissance absolue de quelqu'un et des gens en plus précaires dans notre métier, parce que ce sont des intermittents la plupart du temps, donc pas protégés.
c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas retrouver du travail. Donc là, vous avez éminemment raison sur ce décalage. Là où c'est éminemment complexe, et c'est ça que je voulais apporter à votre réflexion, quand on a parlé de M. Polanski, c'est pas par rapport à des dérapages qui s'étaient produits sur le tournage, c'était pas pendant la réalisation du film, c'était surtout son background. C'est totalement différent. Quand vous parlez de Johnny Depp, c'est pas pour des problèmes qui auraient été rencontrés sur le tournage de Barry, c'est pour une affaire d'ordre privé avec son ancienne compagne, qui a été jugée. Donc je n'utiliserai pas le terme excommunié, vous avez bien raison, je vais utiliser le terme écarté. Mais que fait-on dans un cas comme ça? Et si vous avez une position tranchée et limpide et très simple, je suis heureux et je serais heureux qu'on y réfléchisse tous, mais la polémique qu'il y a eu autour de M. Polanski, c'était pas du tout sur le film en lui-même. Et la plupart des polémiques qui se tiennent, c'est pas sur des films, mais c'est parfois sur des comportements d'ordre privé dans la sphère privée d'acteurs. Et donc là, ça pose éminemment des problèmes. Parce que c'est un travail collectif, et est-ce qu'on décide effectivement de ruiner tout un travail collectif? Je pose la question, hein, vraiment. Je voudrais juste faire une petite incise sur votre sémantique, parce qu'en effet, écarté, ça peut même être temporaire. Le terme écarté peut être temporaire, alors que le terme excommunié... Je l'ai corrigé immédiatement. Oui, non, mais ça n'est pas rien. Laver de tout soupçon, excommunié. Vous voyez, en fait, il y a aussi, de notre point de vue à nous, une prise de conscience qui se mesure précisément aux mots qui sont utilisés pour traiter ces affaires, dont on a extrêmement conscience du fait qu'elles sont toutes très compliquées. Toutes très compliquées. Il n'y a pas de solution simple dans cette affaire. Mais je ne voudrais pas que sur un élément de langage, vous en teniez des conclusions. Et pardon, non, je n'aimerais pas ça, parce que ce serait contrevenir à titre personnel. Tout ce que je fais, j'ai eu la chance, il y a très longtemps, madame, de vous accueillir pour jouer, je crois, les monologues du vagin au Théâtre Libre. Donc vous voyez, j'ai décidé de faire les monologues du vagin et je vous avais invité. Et à l'époque, madame, non mais, et madame, à l'époque, vous n'étiez pas représentante de notre pays. Donc je vous avais invité parce que j'avais été éminemment choqué par la maltraitance que vous aviez subie dans une émission de télévision. Voilà. Donc, mes engagements, que ce soit à partir de 2014, bien avant MeToo, autour de Chatouille, sur les monologues du vagin, sur la série Je ne vais pas arriver là-ci avec Julie Gaillet et Judith Henry, sur des grandes paroles de femmes, sur le spectacle que je fais en ce moment sur l'avortement, qui s'appelle Interruption depuis 2 ans, ne mérite pas d'être balayé par juste une petite question sémantique qui ne traduit pas, contrairement au petit procès sous-jacent que je sens venir, qui ne traduit juste une maladresse et pas un propos de fond. D'accord. Je suis heureux de vous le dire. Mais vous justifiez à chaque fois que vous produisez des spectacles et des pièces de théâtre, et c'est très bien. Mais on sent quand même qu'il y a un truc sur les situations très concrètes, que vous participiez à la bataille culturelle, j'ai envie de la poser comme ça, c'est sans doute très maladroit de ma part, de représentation différente de la parole des femmes, de mise en scène des évolutions sociétales qui sont en cours. Quelque part, ça je l'entends et je vous en donne acte, il n'y a aucun problème. Après, la question, c'est quand on rentre dans le dur, de situations très concrètes. Moi, je voudrais juste vous interroger, et alors pardon, parce que peut-être cela va-t-il vous paraître très frontal, mais telle est ma mission sans doute. Je souhaiterais vous interroger sur vos positions de pouvoir à vous. Parce qu'en fait, la question est, vous avez quand même un pouvoir énorme dans les positions dans lesquelles vous êtes. Est-ce que vous avez conscience de ce pouvoir? C'est-à-dire, votre nomination, les voix de votre nomination, les voix de votre maintien, les mandats que vous avez, est-ce que vous avez conscience du fait que c'est en soi un pouvoir qui, du coup, vous donne aussi une responsabilité tout aussi grande que le pouvoir que vous avez? Alors, je me permets de prendre la parole. On en a d'autant plus conscience que quand on décide de retirer de la lumière à un nommé dont on apprend en cours de route
qu'il pourrait être mis en examen, ou en tous les cas qu'il est impliqué dans une affaire, on va bien au-delà de ce que la loi nous demande. Et pour un jeune acteur, pour qui être dans cette liste, dans cette pré-liste des révélations est si importante pour sa carrière future, quand on lui enlève cette lumière, c'est une décision très dure pour nous. Alors, elle est prise dans un premier temps dans l'urgence avec la responsabilité qui est la nôtre, et derrière, de déclencher un groupe de parole en rencontrant des associations et des gens pour nous aider, nous éclairer, parce que ce n'est pas parce que nous sommes à nos postes que nous sommes plus éclairés que d'autres. On est obligé de s'entourer pour et de faire voter par la Chambre des représentants pour que ça soit dans le règlement et d'avancer sur les chartes dont on est plusieurs à mettre ça en place. Ça veut dire qu'on va au-delà. Grâce à nos responsabilités, nous faisons avancer nos structures avec nos responsabilités. Donc je pense que oui, on en a plus que conscience, avec les risques que ça comprend de casser une carrière des deux côtés. Je vous remercie. Madame Esbert. Oui, en effet, et effectivement, ça fait absolument partie du pouvoir. Les violences sexuelles et sexistes, effectivement, relèvent du pouvoir et de l'exercice du pouvoir en général. Donc il faut se remettre en question en permanence sur ces sujets-là. On a du pouvoir sur nos équipes, on a du pouvoir sur les films que l'on sélectionne, et on doit être, à ce titre, exemplaire et essayer de multiplier, je pense, les contre-pouvoirs, de manière à ce que l'équipe puisse avoir une parole libre, y compris en dehors de la direction, sans avoir peur de sanctions. Il faut que... un festival ne peut pas devenir un tribunal et ne doit pas se substituer à la justice. Mais en revanche, on a un devoir d'exemplarité qui me paraît important. Et quand on invite un hommagé, un membre, enfin un artiste, et qu'on met de la lumière sur un festival, il bénéficie autant de l'image du festival que nous bénéficions de son image. Et on doit se poser des questions morales qui ne sont pas nécessairement et incompatibles avec des décisions de justice. Donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, chacun. Ce n'est pas quelque chose de collectif, puisque c'est vraiment une question qui va se poser au cas par cas. Mais on a un rôle à jouer. Une révolution, ça ne se fait pas en un jour, pour répondre à la question qui a été posée. La libération de la parole, ça ne se décrète pas, mais on doit pouvoir mettre en place les dispositifs qui permettront cette libération de la parole. Merci beaucoup, Madame Knoblauch. Non, je crois que le Festival de Cannes est très conscient de son pouvoir, et c'est aussi intéressant de voir comment le festival, l'institution évolue, et que des sélections qu'on avait fait peut-être il y a quelques années, on le regarderait très différemment ou autrement aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est important. C'est important qu'on évolue avec le temps et qu'on prend les responsabilités qui sont à prendre d'un point de vue d'aujourd'hui, et qu'on accepte avec tous les éléments et les points de vue qu'on a aujourd'hui, qu'on peut-être ne ferait pas la même chose. Et on se pose toujours les questions vraiment, est-ce que le Festival de Cannes est vraiment créé sur les valeurs de l'humanité et le respect? Et ça, c'est notre ligne directrice dans le choix des œuvres, dans tout ce qu'on fait. Mais c'est clair que le regard change avec le temps, et c'est important, mais je le ressens très fort, et on est très conscient de notre responsabilité dans ça. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question, monsieur le rapporteur? Oui, et après on en... moi, une question... en réalité, je ne sais pas si c'est nous qui pouvons complètement vous aider. Je crois que la réponse n'a pas été complètement faite. C'est comment, par vos sélections, vous pouvez être prescripteur d'une nouvelle façon de faire du cinéma et d'une nouvelle façon de voir le monde. Mais c'est compliqué. L'audition l'a bien démontré. Et vous l'avez dit, Madame Esbert, une révolution, ça ne se fait pas en un jour. Une révolution, ça coupe souvent beaucoup de têtes. Et il y en a déjà eu beaucoup des victimes, je crois. Donc peut-être essayons de la conduire assez doucement, cette révolution, mais sûrement, et de façon extrêmement déterminée, vous, nous, et tout cet écosystème qui souffre aussi de cette image détériorée. Donc moi, dernière question que je vous pose, c'est est-ce que dans les réflexions que vous êtes faites et que vous pouvez avoir d'ici la conclusion d'ici les conclusions de notre mission et des propositions que nous allons faire, est-ce que vous voyez des angles morts législatifs, des choses qui vous aideraient parce que, par exemple, la question j'imagine, quand vous voyez une liste noire arriver,
une liste noire avec, comme cet été, au printemps, une soi-disant liste avec une liste et que cette liste, elle n'est pas sortie au bout du compte, mais ça fait planer quelque chose d'extrêmement dur sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des moyens de vous aider aussi? Enfin voilà, n'hésitez pas à nous donner, c'est ma conclusion pour ces questions, des propositions d'angle mort législatif que vous voyez pour ne pas nous refaire après le reproche de ne pas avoir fait, voilà, de ne pas avoir évolué dans les évolutions nécessaires. Oui, prescripteurs, nous le sommes. Nous le sommes et nous avons conscience de l'être. Et donc, nous veillons à ce que nous prescrivons à travers les films qui sont choisis. Encore une fois, dans ce dialogue permanent de fond et de forme, de contenu et d'art, mais prescripteurs, nous le sommes. Ensuite, ce que vous dites, vous avez raison. Comment pouvez-vous nous aider? Au fond, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc nous nous faisons nous-mêmes nos règles, avec des appréciations parfois judicieuses et parfois qui ne le sont pas. Et donc, vous imaginez bien que nous parlons entre nous, au sein de nos organisations, mais même entre nous en général, de ce que, tiens, j'aurais pas fait ça, bon, parce que il n'y a pas grave. Et en l'occurrence, pour ce qui est de nos métiers qui consiste à montrer des films. Bon, nous venons, nous, au Festival de Cannes, puisque l'ouverture des inscriptions vient d'être faite, nous venons de rajouter 2 lignes, c'est-à-dire que chaque production s'engage à ce que le film présenté ait été produit, fabriqué, dans des conditions de respect de la sécurité des personnes, etc. C'est une phrase qui n'existait pas. Bon. Et on ira même d'ailleurs ensuite plus loin pour les films sélectionnés. Donc on trouve tous un peu nos manières, et je reviens à votre question, monsieur, qui est au fond, peut-être qu'on peut le décider, faire un acte, un discours, puisque vous ne l'avez pas entendu, on l'a tous fait, mais visiblement pas assez, vous ne l'avez pas entendu. Le monde de la culture et du cinéma se remet en cause. On est convaincu que ça a bougé. Et en effet, il vaut mieux parler de l'avenir que du passé. Parce que d'abord, le passé, on a quasiment tous la même manière de l'apercevoir. Hein ? Et sans oublier les victimes, bien sûr. Et même sans oublier ce qu'on ignore qu'elles l'ont été. Parce que l'histoire du cinéma, mais c'est un autre sujet sur la question de la place des réalisatrices dans l'histoire du cinéma. Bon. Mais il y a peut-être quelque chose à quoi nous pouvons réfléchir. Si vous avez le sentiment que nos milieux du cinéma, du théâtre, par la présence de Jean-Marc ici, mais n'ont pas marqué assez sensiblement, voire fortement, les convictions qui sont les nôtres, sans doute devons-nous y réfléchir. Avec tout ce qu'on a tenté de vous dire, c'est qu'on fait des métiers complexes avec des situations qui à chaque fois sont complexes et délicates et sur lesquelles en général on légifère de manière spontanée et en urgence. Mais c'est peut-être quelque chose que cet après-midi peut nous apporter, c'est-à-dire nous inciter à nous revoir sans vous ou avec vous et de décider, puisque nous sommes en début de saison, d'une certaine façon, de décider de marquer un peu plus ça. Nous, le Festival de Cannes, on en a tout à fait l'intention dans nos règlements. Il y a des choses qui ne figuraient pas, qui figurent désormais. Merci beaucoup pour vos réponses. Je terminerai juste par une phrase qui est sur les suffragettes, parce qu'elles ont gagné, et on ne le sait pas suffisamment, grâce notamment à l'aide discrète mais solide des ceux qu'on a appelés les suffragentes, c'est-à-dire des hommes de pouvoir qui les ont aidés à gagner le droit de vote. Et qu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas de révolution féministe qui n'aboutisse s'il n'y a pas des complicités bienveillantes dans les organes de pouvoir. Vous en êtes et j'espère que vous serez ces accompagnants bienveillants. Merci à vous tous et toutes.